Alors, chers amis, ça a l'air de rien, mais on est déjà rendu à notre dernière conférence de la journée dans cette salle D avant notre cocktail réseautage de 5 à 7. Ce sera un plaisir de vous présenter dans quelques instants Olivier Bertrand, qui va vous faire découvrir le modèle Accelerate du DevOps Research and Assessment. Après plus de 10 années dans des rôles de transformation stratégique des organisations et de livraison de projets et de produits en mode agile, Olivier Bertrand est désormais en charge de la pratique de conseils sur l'agilité et le modèle Accelerate de Zenica Montréal. Ayant pris en charge plusieurs transformations organisationnelles, Olivier a acquis au cours de ses expériences en Europe et aussi ici au Canada la conviction que les transformations organisationnelles agiles qui ont du succès sont celles qui mettent l'utilisateur au point de départ de la démarche. Olivier fait souvent usage du modèle Accelerate d'Aura de Google lors de ses interventions en clientèle pour conjuguer les sujets agiles, DevOps et qualité logicielle. Alors, dans cette conférence, vous allez découvrir quels impacts et gains peuvent avoir les pratiques DevOps et agiles dans vos organisations. Chers amis, Agile, veuillez accueillir Olivier Bertrand. Bonjour tout le monde. Encore un maudit français sur la scène. Je pense que c'est un des thèmes non officiels. Donc effectivement, est-ce que vous voyez mes slides tout de suite? Ok. Est-ce que vous pouvez voir mes slides? Ok. Voilà, c'était débranché. C'est bon. Ah, si le... Tu veux que je rapproche? Le thème, c'est la technique et l'agilité main dans la main. Puis, vous voyez, c'est un thème pertinent. C'est bon? Ok. Ouf. Donc, effectivement, on va vous proposer aujourd'hui une découverte d'Accelerate, Agile et DevOps main dans la main. Je commence par me présenter. Bonjour. Donc, j'ai eu une belle présentation tout à l'heure. Je suis directeur technique en agilité chez Zenica Canada maintenant. On disait Montréal il n'y a pas longtemps, mais on est 7 ans dans le Canada, y compris dans la région de Québec. Puis, un petit mot rapide sur Zenica. Après, je vous laisse tranquille là-dessus. Zenica fait du consulting basé sur Accelerate. Ça fait quelques années maintenant que quand on va chez nos clients qui nous demandent de leur parler d'agilité, on essaie de switcher la conversation en amenant les choses plus vers Accelerate parce que, comme je vais vous l'expliquer pendant la conférence, Accelerate englobe des aspects qu'on n'entend pas souvent dans l'agilité, des aspects plus techniques et les fait travailler ensemble. Et pour nous, c'est intéressant d'avoir cette démarche-là. Déjà, juste à main levée, sachant que je ne vois pas tout le monde parce que j'ai les spots dans la face, mais je vais faire ce que je peux. Qui avait entendu parler d'Accelerate avant aujourd'hui? Je ne dis pas dans la journée, ça ne compte pas parce que je sais que ça a été mentionné plusieurs fois. Ok, donc, ce n'est pas une majorité, ça tombe bien, ça justifie que je sois là. Je vais vous commencer par un peu d'histoire pour mieux comprendre d'où ça vient, puis qu'est-ce que ça mange en hiver, Accelerate. Donc, Accelerate et DevOps, ça va ensemble. Accelerate, c'est issu du mouvement DevOps. Donc, en 2008, on a Patrick Debois qui vient exposer une vision de l'agilité pour gérer les infrastructures et les opérations. L'instinct qu'il a à l'époque, c'est que trop de discussions sur l'agilité portent uniquement sur les processus et la culture. Puis c'est fine, les processus et la culture, c'est très important. Cependant, ce n'est pas là qu'il y a toute la source pour débloquer le flow des entreprises. Quand on livre un projet ou un produit, on ne peut pas tout régler par les process et la culture. Parfois, c'est des questions bêtement techniques, plus gérées par le DevOps, qui viennent répondre à ces problèmes-là. Et donc, il est venu présenter cette idée-là. Et l'année suivante, il organise les DevOps Days. Et c'est comme ça que le hashtag DevOps a pris de l'ampleur et que le mouvement DevOps, en fait, est né. Donc, DevOps, dès le démarrage, en fait, est un mouvement qui parle d'agilité, mais du point de vue technique. Donc ensuite, ça a suivi son cours. Le manifeste agile en 2001, ça c'est avant. Les DevOps Days dont je viens de vous parler en 2009. Et puis ensuite, en 2014, le premier State of DevOps Report. Je vous encourage à consulter les State of DevOps Report, c'est super intéressant. Et c'est de plus en plus pertinent pour les agilistes d'aller voir ce qui se raconte dans les State of DevOps.
pour les raisons qu'on va voir ensuite. En fait, c'est intéressant, si vous lisez State of DevOps et State of Agile, ça semblait deux mondes différents il y a quelques années, et maintenant ils parlent quasiment de la même chose. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils s'entendent et qu'ils sortent un rapport. Le DevOps Handbook, et donc en 2018, le livre Accelerate. Les auteurs du livre, Gene Kim, qui est entre autres l'auteur du Phoenix Project, qui est un des livres très standards, enfin très classiques dans le mouvement DevOps. Je vous conseille la lecture du Phoenix Project, c'est un roman, ça raconte l'histoire d'un directeur TI qui doit venir redresser une entreprise, et il découvre un peu, en se plantant en fait, il découvre en se prenant des murs, toute la valeur des pratiques qui sont suggérées par le DevOps. On a Jez Humble aussi, qui est un gourou dans l'agilité et dans le mouvement DevOps. Et puis Nicole Forsgren, qui était en fait une doctorante, enfin une docteure en sciences du management, et qui a parrainé la recherche du DORA, donc le DevOps Research and Assessment. À l'époque, c'était un laboratoire indépendant en recherche opérationnelle, qui a depuis été repris par Google. Donc maintenant, c'est sous l'égide de Google. À l'époque où le livre sort, c'est indépendant. Le State of DevOps Report, si vous le lisez encore une fois, jusqu'à 2018, c'est Forsgren, Kim et Humble, ceux dont j'ai parlé juste avant, qui lead ces rapports-là et qui publient leurs résultats. Puis on va voir un petit peu la substantifique moelle de ce qu'ils ont publié juste après. Et puis ensuite, comme je disais, à la suite de 2018 et du succès du livre, ça a été repris par Google. Les cyniques disent que c'est parce que dans les conclusions d'Accelerate, il n'y a qu'une capacité clé, c'est la capacité à faire du cloud, de l'info nuagique, et ça intéressait Google d'avoir une légitimité pour ça, puisqu'ils vendent des services info nuagiques. Mais la puissance d'avoir Google derrière ça maintenant, c'est qu'ils ont les moyens de maintenir l'étude à jour et même de la renforcer, d'ajouter plus de données, plus de pertinence dans les liens prédictifs. Donc, ça assure aussi que probablement ça ne va jamais mourir, en tout cas pas avant un moment, comme méthodologie. Donc c'est intéressant aussi pour ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui a une obsolescence. L'étude est remise à jour à chaque année. Ça, je suis passé dessus. Donc, si on rentre maintenant dans le livre en lui-même, je vous conseille la lecture, bien sûr, mais je vais vous faire un petit cheat sheet, en fait, aujourd'hui. À vous de voir si vous voulez rentrer dans le détail ou pas. Publié en 2018. 4 années de recherche, et je vais vous parler un tout petit peu de la méthodologie de recherche. C'est important de comprendre comment la méthodologie a été faite pour réaliser la puissance de l'outil, en fait. C'est beaucoup moins de l'intuition et du retour d'expérience que de la recherche scientifique bottom-up basée sur de la collecte de données. On va rentrer là-dedans juste après. 23 000 personnes qui ont répondu au questionnaire qui a permis de publier l'étude. Donc, une taille assez conséquente. 24 pratiques clés qu'on appelle des capacités. Si vous allez chercher sur le site web du DORA maintenant, vous allez en trouver plus que 24, parce que ça a été mis à jour depuis. Il y en a des nouvelles qui ont été ressorties. Mais à l'époque du livre, en 2018, c'est 24 capacités clés. La mesure, c'est un élément qui est souvent évoqué. En fait, une des grosses questions auxquelles le livre répond, c'est quelles sont les bonnes mesures pour mieux prédire la performance de notre système de déploiement logiciel. Toute la première partie du livre se concentre sur comment prendre la bonne mesure, puis comment prendre des mesures qui ne vont pas être autodestructrices. Donc des mesures qui se compensent. Donc ça, c'est le livre Accelerate en tant que tel. Alors, on a parlé des 4 métriques clés, je crois, dans la conférence juste avant. Donc je vais repasser, mais un petit peu plus vite que j'aurais fait sinon. Mais je vais vous les passer comment moi je me les explique. 2 indicateurs de vitesse, 2 indicateurs de stabilité. Indicateur de vitesse, le délai de livraison des modifications, qu'on appelle en anglais le lead time for change, le moment entre le besoin d'avoir une modification et le moment où celle-ci est livrée en production. Je précise bien le besoin, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment où on pousse le changement, ça vient d'avant. Et puis aussi, c'est un délai de temps qui est calendaire. Ce n'est pas des jours personnes, ce n'est pas des efforts, c'est réellement juste le temps que ça prend. La fréquence de déploiement, donc je pense que ça c'est assez clair pour tout le monde. Tous les combien est-ce qu'on est capable de déployer en production. Donc là, on a 2 indicateurs de vitesse, on a 2 indicateurs qui nous disent si on est rapide, si on est puissant, c'est les forces qu'on a dans le moteur en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation TI, pour pousser du code. Évidemment, on comprend assez vite que ces 2 indicateurs ne sont pas suffisants. Parce que si on va vite pour faire mal,
on va dans le mur. Si vous prenez l'analogie d'une voiture, ça c'est les indicateurs de vitesse. Si on ne peut pas tourner, stabiliser, freiner, etc., c'est pas super d'aller juste vite. Donc, il y a besoin d'indicateurs de stabilité. Le mean time to restore, donc le temps moyen de restauration de service, c'est-à-dire entre le moment où un service tombe en panne et le moment où on est capable de le restaurer. Là encore, c'est du temps calendaire, pas des efforts. Combien de temps il va rester hors de service? Et puis, le taux d'échec des modifications en production. Donc, c'est quand on pousse quelque chose en production, c'est quoi le pourcentage de fois où ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est des indicateurs de stabilité. Normalement, si on suit ces 4 indicateurs-là, à l'échelle de notre organisation TI, notre organisation de développement, on est capable à la fois d'aller vite et bien. C'est assez intuitif quand on les lit. Et si on a tendance à aller trop vite, les indicateurs de stabilité vont nous rattraper pour nous dire « Attention, là tu vas trop vite. Tu pousses trop de choses en production, mais le taux de failure est trop important. » Ou alors tu pousses trop de choses qui créent des régressions, qui cassent des systèmes, et le mean time to restore est en train de descendre. Donc ces indicateurs-là sont faits pour se compenser l'un l'autre, et pour faire que si on avance sur les 4 en même temps, normalement ça va bien. Ce que Accelerate et les rapports State of DevOps aussi nous donnent chaque année, c'est des notions de performance. Donc, on n'a pas juste ces métriques-là en disant, voilà, mesurez ces métriques, puis c'est bien que vous les ayez. Ça va vous donner des genres de tiers, des genres de tiers qui nous disent où est-ce qu'on est. Donc, par exemple, une fréquence de déploiement médium, c'est entre 1 fois par semaine et 1 fois par mois. Et j'aimerais faire un petit exercice avec vous, là, d'ailleurs, sur celle-ci. Est-ce qu'on peut faire à main levée, si vous n'êtes pas des organisations TI, etc., vous ne levez pas la main, mais si on peut faire à main levée, qui parmi vous est dans une organisation qui déploie dans le tier low, donc ça veut dire entre 1 fois par mois et 1 fois tous les 6 mois? Ok, il y a quelques mains, c'est assez rare et c'est normal. Il y a quelques années, quand je faisais ces présentations-là, j'avais quelque chose comme 15 ou 20% de la salle qui levait la main. Maintenant, c'est quelques pourcents. Parce que le monde est en train d'avancer vers plus de fréquences de déploiement. Entre 1 fois par semaine et 1 fois par mois? C'est ça. Généralement, c'est le gros de l'assistance. Et plusieurs fois par jour, à la demande, en fait, ça peut être plusieurs fois par jour. En fait, peu importe, c'est juste, dès que j'ai besoin, je suis capable de déployer. Voilà. Ouais, quelques personnes au fond. Donc, c'est ça. Le gros du marché en ce moment est sur Medium. Ça veut dire entre 1 fois par semaine et 1 fois par mois. Vous représentez bien ça. Donc, ce qu'on commence à faire, nous, quand on est dans des mandats Accelerate, par exemple, chez Zenica, quand on travaille chez des clients, c'est de regarder ces métriques-là, de les mettre en place et de comprendre où on est. On va faire un benchmark en fonction de où est-ce qu'on est organisationnellement dans ces métriques, où en est le marché, est-ce qu'il y en a certaines de celles-ci qui pourraient être améliorées. Mais la question de pouvoir être améliorée, ça, c'est les capacités. On va rentrer dedans juste après. Parce que là, évidemment, je vous parle de métriques, mais je ne vous dis pas comment on fait pour les faire monter. Quelques découvertes dans le State of DevOps 2021. Moi, c'est des chiffres que j'avais envie de vous partager parce que je les trouve immenses, en fait. Quand on compare le groupe d'élite, donc ceux qui sont dans le high, avec le groupe dans le low, qu'est-ce qu'on trouve comme différence? Les groupes élites déploient 973 fois plus fréquemment que le groupe low. On a 6570 fois réduit le délai entre la validation et le déploiement en production, donc le mean time for change. On a réduit de 3 fois le taux d'échec des changements en production et on a multiplié par 6570 le temps de rétablissement après un incident. Je dis 6570, ça veut quasiment dire l'infini. Je veux dire, là, on est rendu à une division par 0. Ça veut dire qu'en gros, on rétablit instantanément. Pourquoi moi, je pousse avec Zenica pour Accelerate, et d'une manière générale, je pense que c'est une bonne idée de s'intéresser à cette étude pour, par exemple, les praticiens de l'agilité, c'est que ce sont des résultats qui sont basés sur une étude scientifique avec assez peu de biais. Les enquêtes qui ont été faites auprès des personnes qui ont répondu sur comment vous faites telle capacité, c'est quoi vos métriques, etc., ont répondu basés sur des questionnaires qui sont inspirés de la psychométrie, donc des analyses psychologiques, où si les gens ont des biais, ont tendance à se voir trop beaux, ont tendance à dire « moi, toutes mes métriques sont parfaites, je n'ai pas de problème dans mon entreprise », ces biais-là vont être perçus et vont être corrigés pour donner un portrait de la réalité plus fiable.
Et donc le tri des données a été basé sur une méthodologie d'analyse statistique qui nous permet réellement d'établir des liens entre ce que les gens répondent et des outcomes qu'on peut prédire. Puis c'est sur ça qu'on va aller maintenant. Oui, un petit mot pour dire, donc l'étude évolue chaque année. Encore une fois, ce n'est pas figé dans le temps et je vous encourage vivement à aller consulter le site web du DORA. Il y a le QR code ici, mais vous pouvez aussi juste taper DORA Accelerate sur Google ou DORA Google Cloud, etc. Tapez pas juste DORA, sinon vous avez DORA l'exploratrice, puis c'est beaucoup moins utile. Cela dit, c'est intéressant aussi. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir le modèle lui-même, comment il fonctionne et comment l'utiliser. Je vais changer de support. Je vais vous emmener sur Miro. Est-ce que ça va? Vous voyez mon Miro? OK. Donc déjà, ce que vous pouvez voir ici, c'est un graphe avec des boîtes et des flèches. L'étude Accelerate présente ses résultats sous cette forme-là, des boîtes et des flèches. Les flèches ont un sens particulier. Ce n'est pas juste pour faire joli. D'ailleurs, ce n'est pas si joli que ça, parce que chaque année, ils rajoutent des flèches. Il y a quelques temps, quand je présentais ça, c'était assez lisible. Maintenant, ça devient un gros bazar. Mais les flèches ont un sens prédictif. Ça veut dire que si une boîte est reliée à une autre boîte par une flèche, l'une prédit l'autre. Si on s'améliore sur l'une, on va s'améliorer sur l'autre. Ces liens prédictifs-là, ils ont été établis par des méthodes statistiques, comme je vous ai expliqué. Et ce que je vous propose, en fait, c'est de remonter la chaîne de causalité dans Accelerate. Accelerate, ce n'est pas juste une liste de bonnes pratiques. Soyez bon dans tout ça, tout ça, tout ça, puis vous serez bon tout court. C'est des bonnes pratiques, oui, mais qui sont reliées entre elles. Et la puissance d'Accelerate, elle est bien plus dans les flèches, même si elles sont un peu le bazar, comme je disais, elle est bien plus dans les flèches que dans les capacités elles-mêmes, parce que les capacités, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissez au moins en bonne partie. Mais quand on comprend comment utiliser ces flèches et ces liens de prédiction, là, ça devient un outil puissant. Donc, ce que je vous propose, c'est de partir de la droite, partir de l'objectif, et on va remonter pour comprendre comment on améliore cet objectif grâce à Accelerate. J'ouvre un objectif que vous connaissez bien, la performance organisationnelle. On veut une organisation plus performante. Là, je parle de toute l'organisation, pas juste l'organisation TI. Donc là, on est sur la part de marché, le top line, le bottom line, les aspects commerciaux, etc. Ensuite, on va remonter, puis je vais prendre une flèche au hasard qui nous permet de remonter dans le temps, ou dans la chaîne de causalité plus clairement. Qu'est-ce qui est un bon prédicteur de la performance organisationnelle? C'est ma performance en livraison logicielle. Là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce sont les 4 métriques clés que je vous présentais qui permettent de mesurer notre performance en livraison logicielle. Ça paraît intuitif, évidemment, que si on est bon pour livrer du logiciel, on est bon en tant qu'organisation tout court. Le contraire aurait été bizarre. On va continuer à remonter la chaîne de causalité. Vous voyez que là, tout d'un coup, on a plein de flèches qui arrivent. J'en prends une. C'est la flèche verte que vous voyez en haut ici. Ouais, les couleurs ne veulent rien dire de spécial. C'est juste pour que ça soit plus lisible. Donc on va remonter cette flèche verte. Et on arrive ici dans ce que Accelerate appelle le développement logiciel Lean. Ici, maintenant, je suis dans le domaine des capacités. Je ne suis plus dans des résultats, je suis dans des capacités. Un résultat, c'est qu'est-ce que j'obtiens. Une capacité, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire. Qu'est-ce que j'ai comme capacité intrinsèque dans mon organisation. Donc là, on a 4 capacités. Quand vous voyez ces capacités-là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Généralement, oui. Les petits lots de travail, ça nous fait penser aux user stories, les rétroactions clients aux rétrospectives, le flux de travail visible, tout ce qui est tableau Kanban, Jira, visualisation du flux de travail, l'expérimentation en équipe, par exemple aussi aux rétrospectives, à l'amélioration continue en général. Si je continue à remonter vers la gauche, et n'oubliez pas, à chaque fois que je remonte une flèche, ça veut dire ce que je vais vous présenter prédit le résultat suivant. Donc de quoi on a besoin, ou qu'est-ce qui est un bon prédicteur qu'on va être capable de faire des petits lots de travail, des rétroactions clients, du flux de travail visible et de l'expérimentation? Ce sont ce qu'ils appellent les capacités de leadership transformationnel. Donc Accelerate a prouvé scientifiquement que le leadership est nécessaire, est excusez l'anglais, un enabler du développement Lean. Donc dans le vocabulaire Accelerate, ils appellent ça développement Lean. La plupart d'entre nous, on appellerait ça agilité, Scrum, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme capacité ici? La vision.
la capacité non seulement à avoir une vision d'entreprise, mais à la transmettre, à la faire comprendre. Une bonne manière de mesurer si une entreprise a un fort sens de la vision, c'est de demander à un employé c'est quoi la vision de votre entreprise. Si ce n'est pas répondre, c'est déjà un mauvais signe. La stimulation intellectuelle, la communication inspirante, la gestion par le soutien. Ce qu'on appelle la gestion par le soutien, c'est les managers ne sont pas les chefs de leurs équipes, mais sont au service de leurs équipes. Ils sont là pour faire briller, pour faire performer leurs équipes, et non pas le contraire. Et puis, la reconnaissance personnelle, donc la capacité à reconnaître la qualité du travail, etc. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté une chaîne de causalité, démontrée scientifiquement. Et ce n'est pas juste le fun parce que c'est scientifique, c'est le fun parce que ça vous donne des arguments dans des conversations. Quand vous êtes dans votre entreprise, quand vous faites comme moi, que vous partez de la droite, vous partez de la métrique et de la performance et que vous remontez vers la gauche, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de démontrer à vos leaders que des capacités qui sont plutôt de l'ordre des processus ou de la culture, comme je viens de voir, ce n'est pas le fun de les faire pour le plaisir de les faire. C'est bien de les faire pour des raisons purement matérielles, et c'est ce dont on parlait beaucoup dans le talk juste avant, où il y a un argument capitaliste pour l'agilité ou pour le DevOps, c'est un peu ça. Je vais refaire un raisonnement similaire, mais je vais prendre une autre bifurcation. Donc, je repars de la performance en livraison logicielle. Maintenant, je pars plutôt vers le bas ici. J'ai le déploiement continu. Notre capacité à déployer en continu est aussi un prédicteur direct de notre performance en déploiement logiciel. Ça, c'est la façon dont on lit Accelerate. Les deux travaillent ensemble, donc le développement lean, l'agilité, et le déploiement continu. Et puis, pour permettre le déploiement continu, on a toute une liste de capacités, l'automatisation des tests, l'automatisation des déploiements, le développement Scrum-based. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup parlé de ça dans le talk d'avant, donc le travail a été fait pour moi. J'ai moins besoin d'expliquer tout ça. Cependant, on va se laisser du temps pour des questions-réponses et on pourra faire un focus sur n'importe laquelle de ces capacités qui vous intéressent à la fin. Moi, je vais en prendre certaines qui me parlent plus que d'autres, dans mon expérience. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, l'architecture faiblement couplée. L'architecture faiblement couplée, donc la capacité à briser le monolithe, à avoir des déploiements qui concernent seulement une partie de la solution et pas l'ensemble, les microservices, tout ce mouvement-là. L'architecture faiblement couplée, c'est un prédicteur direct de notre performance en déploiement logiciel. Si je remontais encore vers la gauche, je retomberais sur la vision et le management. De la même manière qu'on a besoin d'un management qui est au service des équipes pour permettre aux équipes de travailler en mode agile. Je vous donne un exemple de ça, d'ailleurs, je suis passé tout à l'heure, mais pourquoi la vision, c'est important pour ça? Par exemple, il y avait la capacité d'expérimentation en équipe, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que les équipes se sentent libres d'expérimenter si elles sont juste au service de la prochaine promotion de leur chef? C'est peu probable. Parce que si elles sont gérées par les KPI de leur chef, elles vont travailler pour optimiser les KPI de leur chef. Elles ne vont pas être là pour expérimenter, pour proposer des nouvelles choses. Elles vont optimiser ce qui doit s'optimiser. À l'inverse, si le chef est au service des équipes, est là pour leur dire déployez ce que vous êtes capable de faire, proposer des nouvelles solutions. Si on se trompe, c'est pas grave, on fait un rollback, on apprend de nos erreurs, etc. Si le mode de management est dans ce sens-là, alors les équipes sont sur un piédestal pour expérimenter. De la même manière, on a besoin de ce management inspirant pour permettre la mise en place de pratiques techniques. On pourrait dire que c'est juste des pratiques techniques. Ici, beaucoup d'entre vous, vous êtes des agilistes. Vous pensez peut-être que les pratiques techniques n'ont pas besoin aussi d'un fort niveau d'avocat culturel pour les mettre en place, mais il y a des aspects très culturels derrière ces pratiques-là. Le déploiement en continu, c'est un changement de paradigme pour des équipes de développement. Ça change complètement leur quotidien. Les crunch time en fin de mois ou en fin de PI quand il faut relâcher du code en production, etc. Et d'ailleurs, un autre lien que je trouve très fun, c'est le déploiement en continu, qui est un prédicteur, ici, du surmenage, de l'absence de surmenage, du burn-out. Ils ont démontré scientifiquement que déployer du code en continu, c'est le meilleur prédicteur dans les organisations TI de la réduction des niveaux de burn-out dans les équipes. On pourrait penser que le meilleur prédicteur de ça, c'est plutôt des aspects culturels. La bienveillance, la gentillesse, on s'écoute, on se laisse parler, etc. Je ne sais pas. On pourrait penser que c'est ça. Accelerate démontre que oui, tout ça c'est bien sûr important, c'est préalable, on en parlait tout à l'heure, le management,
Mais ce qui est le plus proche de libérer, de diminuer les burn-out, c'est la capacité à déployer en continu. Pourquoi? Parce que le déploiement devient un non-événement. On n'a plus ce pic de stress énorme à la veille des mises en production, tout le week-end qui suit, la correction des bugs, etc. etc. Moi, j'aime vraiment dire ça comme ça. La mise en production, c'est un non-événement. C'est pas plus grave que ça. Les gens, ça les empêche pas de dormir. Ils rentrent chez eux à la même heure. Et c'est $1. Et vous voyez aussi quelque chose qui apparaît là dans tout ce que je dis, tout ce que je suis en train de vous raconter, qui est que les aspects techniques et les aspects de process et de culture travaillent ensemble. Je suis passé, sans forcément hiérarchiser tous ces sujets-là, d'aspects très techniques. On fait de la CI/CD, de l'automatisation des essais. C'est des aspects, moi, à l'époque, j'appelais ça de la tuyauterie. Depuis, je suis beaucoup plus ouvert aux dimensions techniques. Mais moi, je viens du côté project management puis de la business. Donc, j'ai mis du temps à me rendre compte à quel point c'était clé pour libérer le flow, d'être bon sur ces aspects techniques. Mais on passe facilement de ces aspects techniques à des gains culturels ou des gains éthiques, comme le moins de surmenage. Donc là, toute cette petite exploration, c'était pour vous montrer comment on lit Accelerate, comment on le comprend, et aussi comment on génère des discussions qui ont de la valeur basées là-dessus. Je vais vous faire découvrir rapidement les capacités restantes, en parlant un peu moins dans le détail. Et puis après, j'ai quelques petits commentaires finaux. Il y a une autre catégorie de la performance, c'est la performance non commerciale. Le bonheur des employés, par exemple, ça en fait partie. Aussi les aspects éthiques, environnementaux, etc. L'identification à l'entreprise, c'est une métrique clé qui prédit la performance organisationnelle. Quand les gens s'identifient au projet de l'entreprise, on a une meilleure performance. Jean-Pierre Lambert en parlait un peu tout à l'heure. La satisfaction au travail, également, prédit la performance organisationnelle. Les rétrospectives, je passe. Je ne crois pas que je dois vous vendre les rétrospectives. La culture organisationnelle. Accelerate propose en fait, il se base sur les travaux d'un monsieur qui s'appelle Westrom pour catégoriser les cultures de travail. On pourrait partir sur autre chose d'ailleurs, on aurait pu prendre Lalou ou d'autres ouvrages qui catégorisent les différentes cultures d'entreprise. Eux, ils utilisent Westrom et ils essayent d'aller vers ce qu'on appelle une culture générative. C'est une culture vers laquelle la personne qui amène les mauvaises nouvelles n'est pas pointée du doigt, mais au contraire remerciée. Donc on part d'une culture punitive, celui qui amène les mauvaises nouvelles se fait shooter, shoot the messenger, etc. Et puis l'autre côté du spectre, c'est celui qui amène la mauvaise nouvelle et remercié. Non seulement parce qu'il a permis que la transparence se fasse, que les choses ne soient pas mises sous le tapis, mais parce qu'il nous permet de nous améliorer, parce qu'en amenant la mauvaise nouvelle, il nous fait travailler dessus et nous améliorer. Donc ça peut se mesurer, on peut demander aux gens comment ça se passe généralement quand quelqu'un amène une mauvaise nouvelle, et en fonction des résultats, on peut catégoriser tout ça. L'autonomie, la confiance, la voix, c'est une nouvelle capacité qu'Accelerate a rajoutée il n'y a pas longtemps. Je vais le dire très simplement, c'est la capacité à faire écouter sa propre voix. C'est moi qui ai fait les petits dessins, si jamais, parce que je vois des sourires quand ça apparaît. Faire écouter sa voix, la capacité à exprimer ses idées sans avoir peur. On a ensuite tout ce qui s'appelle le Lean Management, donc la gestion Lean, limiter les travaux en cours, la gestion visuelle, le management visuel, rendre les processus clairs et explicites pour tout le monde. Et puis, les rétroactions de la production. Quand je pousse quelque chose en prod, j'ai une capacité à savoir très vite ce qui s'est passé en prod. Il n'y a pas ce qu'on appelle le Chinese Wall, la muraille de Chine, entre les équipes de dev et les équipes de production. Encore une fois, pour faire le pont avec le monde de l'agilité, de Scrum, etc., globalement, Scrum est très focalisé sur ce que Accelerate appellerait le développement logiciel Lean et la gestion Lean. Et c'est logique. En grande partie, Scrum et les frameworks inspirés du Scrum, c'est l'application des principes Lean dans le monde du développement. Mais comme je disais, ça leur faisait plaisir de ne pas dire le mot Scrum ou le mot Agile dans leur livre, donc ils ont appelé ça autrement. L'approbation simplifiée des modifications, c'est une capacité clé qui débloque tout le reste, toute la performance organisationnelle. Quand j'ai une modification à faire passer en production, combien de temps ça me prend pour avoir une approbation? C'est bien beau de faire du Scrum dans l'équipe de développement, d'être rapide, itératif, incrémental, mais si à la fin, au moment de mettre en production, ça me prend 3 semaines pour avoir la validation de l'architecte sécurité, l'architecte réseau,
le responsable de produit, mais qui est comme business owner, qui a délégué à un PO le day-to-day, mais qui veut quand même approuver les features quand il y a un moment de release, etc. Eh ben, ce cycle d'approbation des changements, c'est lui qui devient le goulot d'étranglement et qui nous empêche d'être performants. Et puis, évidemment, l'infrastructure info-nuagique, donc l'utilisation à bon escient du cloud, qui est une des capacités recommandées par Accelerate. C'est la seule sur laquelle je vous dirais, ils sont probablement biaisés puisque c'est Google qui maintient l'étude, mais ça fait du sens aussi. Moins de douleur au déploiement, on en a parlé tout à l'heure avec le burn-out, moins de travail à refaire, c'est deux autres impacts des déploiements continus. Ça fait moins mal de déployer et il y a moins de travail à refaire, de rollback important, etc., quand on déploie en continu. Donc si je dézoome, ça c'est Accelerate. C'est la façon de le lire, des liens prédictifs entre des capacités et des résultats, et c'est aussi ce lien très étroit entre la technique, les processus et la culture. J'aime bien dire, pour faire plus simple, entre Agile et DevOps. Une des choses que moi je retire personnellement d'Accelerate, c'est que si vous êtes dans une discussion sur l'agilité dans votre entreprise, et comment on pourrait rendre les déploiements plus fréquents, les équipes plus autonomes, etc., ça devrait vous allumer une alarme s'il n'y a que des Scrum Masters ou des agilistes ou des coachs agiles à la table, mais ça devrait aussi vous allumer une alarme s'il n'y a que des architectes et des Get DevOps. Il faudrait qu'il y ait les deux, parce qu'ils sont interreliés, ils n'ont pas le choix. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que plus l'étude évolue, et plus vous voyez que ça devient le gros bazar des flèches ici. Il y en a qui trouvent ça illisible, mais en fait, je trouve que ça illustre très bien mon propos. C'est interrelié. On ne peut pas travailler en silo entre la technique et l'agilité. Et ça se voit très bien ici. Ça serait comme voir juste une partie de l'équation, comme se boucher un œil, puis voir que certaines des capacités et pas les autres. Maintenant qu'on a dit ça, j'aimerais vous parler un peu de comment on met ça en place. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails sur ça, parce que je voulais surtout vous faire découvrir le modèle et la façon de le lire, comme je disais. Mais il y a quand même des éléments intéressants sur comment vous pouvez mettre ça en place dans votre organisation. Et pour moi, la première question qui me vient en tête quand je dis ça, c'est par où commencer? Là, vous avez vu qu'il y a beaucoup de capacités. On en a passé les 24 rapidement. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit être meilleur. Mais je ne peux pas tout faire en même temps. Peu importe mon budget et mon nombre de ressources en termes de personnes disponibles, je ne peux sûrement pas travailler sur les 24 en même temps, jour 1, et devenir le meilleur dans 3 mois sur tout ça. Il faut prioriser. Il faut commencer quelque part, puis pas partout. C'est ça prioriser, c'est choisir la prochaine étape. J'ai trouvé ça dans le rapport State of Agile, où un des freins majeurs de l'implémentation de l'agilité, ça c'est le dernier rapport State of Agile, c'est les clashs de culture et General Organizational Resistance to Change, donc la résistance au changement. Là, on arrive à un point où les leaders qui veulent mettre en place l'agilité dans leurs entreprises nous disent « Un de mes freins principaux, c'est la résistance au changement ». Et comme moi, je voudrais vous aider à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait, parlons un peu de résistance au changement, puisque c'est un des freins majeurs pour pouvoir avoir du succès. Moi, je vous propose une formule pour la résistance au changement. C'est basé sur mon expérience. Pour le coup, ce n'est pas scientifique, je le dis avec humilité. Ça s'en vient. La résistance au changement, c'est la somme des changements introduits, surtout les changements introduits, des changements inutiles moins les changements utiles. C'est une somme sur le passé. Hein. Okay ? On a fait des changements dans notre organisation. On a fait changer des trucs, des processus. On va faire du Scrum, on va faire de l'agilité, on va faire des rétros, on va faire des whatever. On va mettre en place un Kanban board, tout le monde se met debout au Kanban. Tout ça, c'est des changements de process. On a fait des changements d'outils. On va utiliser Jira, on va utiliser Azure DevOps, on va utiliser GitHub, etc., etc. On a introduit des changements. Et ben moi, je vous propose d'approximer la résistance au changement comme, sur tous ces changements du passé, il y a des changements qui ont été inutiles et des changements qui ont été utiles. Utile, ça veut dire que les personnes qu'on a demandé de changer, elles ont vu un gain pour ce changement-là. Un gain direct qu'elles peuvent retracer vers ce changement. Ouais, tu m'as demandé d'adopter Jira, mais c'est beaucoup mieux depuis qu'on l'a, c'est très clair. On voit où le travail se situe, on peut s'auto-attribuer du travail, c'est plus le project manager qui nous envoie des tâches, etc.
Ça, c'est un changement utile. Tout le reste, c'est des changements inutiles. Moi, je postule que la résistance au changement, c'est le nombre de fois où on a demandé aux gens de changer quelque chose, mais que ça leur a servi à rien. Ils gardent du ressentiment, et la prochaine fois qu'on vient leur demander quelque chose, ils ont beaucoup moins envie de le faire. Qu'est-ce qui se passe, du coup, quand on introduit des changements dans une organisation qui ont un lead time qui est lent? Je vous propose une courbe ici. Je suis désolé de vous faire des courbes en fin de journée. Je ne savais pas à quelle heure j'allais passer. On s'accroche. Donc, ici, en gris, c'est les changements cumulatifs qui ont été subis. Ce que j'appelle par subis, c'est qu'ils ont été introduits. On a demandé aux équipes de changer des trucs, mais ils n'ont pas encore eu de bénéfices. Donc, je suis en train de prendre de la dette, là. J'accepte de changer, mais je ne vois pas pourquoi. Si vous avez suivi ma formule tout à l'heure, tant que ces changements n'ont pas eu un impact positif, on est en train d'accumuler de la résistance au changement, qui est ma courbe en rouge ici. Je suis en train de prendre de la dette sur mes équipes. Je vous demande de changer. Trust me, ça va vous servir plus tard. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop pourquoi on le fait, mais faites-moi confiance. Et puis, au bout d'un moment, arrivent quand même certains de ces changements ont un impact positif. OK, je comprends maintenant pourquoi on l'a fait. Ça nous apporte quelque chose. Le problème qui se passe quand on introduit des changements avec un long lead time, c'est que pendant tout ce temps-là, on a généré de la résistance au changement. Et cette résistance au changement, il y a une boucle de feedback qui se met en place. Plus j'ai de résistance au changement, plus c'est long pour que les changements s'imprègnent et aient un impact positif. Pensez par exemple aux gens qui ne viennent pas dans les rencontres de formation sur un sujet parce qu'on leur a déjà fait 3 fois le coup du lean ou le coup de l'agilité. Ils ne viennent pas. Ben ça, c'est du frottement. Pour faire passer le message, ça va prendre 5 rencontres de formation, alors que s'il y avait eu de l'enthousiasme, tout le monde serait venu dès la première fois, et on peut passer à la suite. Donc ça, c'est la résistance au changement qui augmente le lead time de ces changements-là. À l'inverse, comme j'expliquais tout à l'heure, quand le lead time augmente, on augmente la résistance au changement. Donc il y a une boucle de feedback en fait, qui se met en place. Les gens ont moins envie. Comme ils ont moins envie, ils ne retirent rien de ce qu'on leur apporte. Comme ils ne retirent rien de ce qu'on leur apporte, ils ont moins envie, etc., etc. Et comme toute bonne boucle de feedback, il y a ce qu'on appelle un emballement. Ça part à l'infini assez vite. On atteint un point de rupture. Les gens n'ont plus envie de changer, ils ne veulent plus rien savoir. Voire même, c'est ce que je montre dans mon graphe ici, on peut même perdre les quelques changements positifs qu'on avait accumulés par pure cassure mentale. Les gens ne veulent plus rien savoir. À l'inverse, il y a une version positive de cette histoire où on introduit des changements qui ont un court lead time. On introduit des changements qui ont un impact direct sur ce qui faisait mal, sur ce qui embêtait les équipes, sur ce qui les empêchait de livrer en continu, etc., etc. De la valeur en continu. Là, c'est l'inverse qui se passe. Comme j'ai un court lead time de ces changements-là, on va adopter Jira, c'est exactement ça qu'il nous fallait, boss, merci, je ne sais pas pourquoi on n'y avait pas pensé, ou même encore mieux, c'est l'équipe elle-même qui y pense et qui invente son propre outil. On n'accumule pas cette résistance au changement. Et même au bout d'un moment, ce qu'on peut avoir, c'est de la résistance au changement négatif, qui serait du coup de l'appétit pour le changement. Vous faites ça, vous, de corriger vos slides en live? De l'appétit pour le changement, de la résistance négative. La dernière fois qu'on a fait un changement, c'était cool, ça nous a apporté des choses nettes positives. Encore mieux si ça venait de l'équipe, on se l'est apporté à nous-mêmes, on s'est rendu service à nous-mêmes. Là, on a un appétit. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est le contraire. Comme il y a cet appétit pour le changement, le prochain changement que je vais apporter va être encore plus court, va pogner encore plus vite. Les équipes sont preneuses, sont demandeuses. Elles viennent dans les rencontres, elles s'intéressent, même elles font des recherches par elles-mêmes sur des choses qui pourraient s'améliorer. Elles n'attendent pas qu'on vienne leur dire « Bon, maintenant on va travailler comme ça, on va changer l'outil, on va changer la méthode ». C'est elles-mêmes qui disent « Hey, j'ai vu ça, ça pourrait nous servir ». Donc là, c'est l'inverse. On accumule de l'appétit pour le changement et on arrive à un cas qui est évidemment idéalisé dans mon graphe où les changements sont quasi immédiats à prendre. Voilà pourquoi je pense que la première étape, c'est un sujet qui est clé. Quand je dis par où commencer. Parce que si on choisit les mauvais premiers pas, si les capacités, pour revenir à Accelerate, sur lesquelles je vais leur demander de travailler, ce n'est pas les bonnes, on accumule cette résistance au changement et on risque de partir dans cette courbe exponentielle où les gens ne veulent plus rien savoir. Et quand on a compris ça sur la résistance au changement et les équipes, on comprend aussi la puissance d'Accelerate. Pourquoi? Parce que basé sur les métriques que je peux mesurer, celles qui vont et celles qui vont moins bien, je peux voir visuellement sur ce graphe quelles sont les capacités qui sont les plus proches de cet impact-là. Quand je dis proche, c'est en termes de relation de cause à effet.
Je ne vais pas chercher un effet ricochet en changeant quelque chose pour que dans 6 mois, par effet ricochet, ça me donne le résultat que j'attends. Je peux voir directement ici que si mon problème principal, c'est un problème de surmenage des équipes, c'est un des éléments qui nous empêche d'atteindre du flow, les gens s'en vont en burn-out régulièrement, etc. Outre les aspects éthiques, c'est juste pas bien. Mais à part de ça, je peux avoir un raisonnement rationnel maintenant pour mon chef pour dire, pour le problème de surmenage, mettons en place du déploiement continu, c'est le meilleur prédicteur pour réduire les burn-out. J'agis proche de l'impact que je cherche à avoir. Je n'ai pas 3 niveaux intermédiaires entre ce que je mets en place et l'impact que j'obtiens. Et ça me permet d'avoir la courbe que je disais tout à l'heure. Je fais un changement, ça a un impact rapide, j'accumule de la bonne volonté, de l'appétit pour le changement, plutôt que de la mauvaise volonté, de la résistance. Les prochains changements seront plus faciles à faire passer, ce qui fait que petit à petit, je vais pouvoir m'éloigner de la source principale. Maintenant que j'ai accumulé cette bonne volonté, les 3 derniers changements que l'équipe de transformation Agile DevOps nous a fait faire, c'était très clair, on a bien compris pourquoi ça a eu un impact immédiat pour nous. Maintenant, je peux m'éloigner, j'ai accumulé cette bonne volonté, je peux aller jouer sur des causes plus reculées, plus en arrière. Pour moi, c'est la valeur vraiment forte d'Accelerate, c'est de l'utiliser comme ça. On se met proche de l'impact, on accumule de la bonne volonté et on s'éloigne ensuite, on va dans des causes un peu plus éloignées. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Je me suis fait des petites animations pour me faire plaisir. Donc, moi, j'aime bien mener les transformations à Accelerate un peu sur ce modèle-là. On commence par le pourquoi. Qu'est-ce qu'on essaye d'améliorer et pourquoi on essaye de le faire. Ça, c'est la métrique qu'on essaie d'améliorer, le bottleneck organisationnel, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment. Ça, c'est le pourquoi. Ensuite, on commence par un petit quoi. Un petit quoi, c'est les capacités qu'on va impacter. Les 24 de tout à l'heure, on ne commence pas sur les 24 dès le début. On en choisit 1, 2 ou 3 qui sont proches de l'impact. C'est ce que j'ai expliqué juste avant sur la résistance au changement. On commence petit en termes de capacité. Faites pas une transformation DevOps, Lean, Agile, Lean Management, on change les managers en même temps qu'on change tous les outils d'agilité, on casse tout en user story et en même temps on fait de la CI/CD et puis de l'automatisation, etc. Choisissez-en 3 et vous bloquez volontairement le scope de transformation ici. Même raison, trop de changements, vous accumulez, le risque d'accumuler de la résistance, des changements inutiles, du ressentiment, etc. est trop important. Il faut commencer petit sur le quoi et vous commencez aussi petit sur le où. Le avec qui vous faites ces changements-là. S'il y a 12 escouades, commencez sur 1 ou 2 escouades. Commencez pas sur tout le monde. Faites pas changer tout le monde sur tout en même temps. Et le critère de sélection pour les bonnes escouades, d'après moi, il y a des débats là-dessus, c'est plutôt d'aller chercher les équipes qui sont déjà proches de ce que vous aimeriez. L'instinct d'aller chercher les moutons noirs, les équipes très éloignées, est rarement porteur. Pourquoi? Parce que ces équipes-là coûtent très cher à être ramenées dans les bonnes pratiques. Et tout cet investissement va vous donner un long lead time, encore une fois. Ça va prendre du temps pour réellement transformer ces équipes. On retombe sur ma courbe de résistance. Pendant ce temps, vous vous occupez pas des autres. Tout le monde accumule de la résistance, du ressentiment. L'inverse d'un appétit pour le changement, ça risque de ne pas fonctionner. Prenez vos champions, amenez-les là où vous aimez. Et là, le reste de l'organisation a tendance à suivre. Les défenses baissent, la résistance au changement baisse parce qu'on voit que ça marche. Pas pour nous-mêmes, pour le coup, mais sur l'équipe d'à côté. Et petit à petit, vous pouvez augmenter le cercle du qui. Donc le cercle des équipes que vous impactez. Donc c'est ça, cette espèce de spirale-là, c'est vous revenez au pourquoi régulièrement, reposez-vous la question régulièrement pourquoi vous faites ce changement, et commencez petit sur le quoi et le qui, et faites grandir ça par cercles successifs. Commencez par 3 capacités, 3 escouades. Faites ça pendant 3 mois, vous mesurez les impacts, vous revenez au pourquoi, est-ce que c'était la bonne raison de le faire. Là, vous rajoutez quelques capacités, quelques équipes, vous montez comme ça, et c'est pour ça que j'aime bien cette image de la spirale. Voilà, merci, c'était tout. Donc on a un peu de temps pour les questions-réponses. Ouais. Je suis tout seul. Question rapide, est-ce que le Miro sera disponible? Oui, on va partager en PDF le Miro avec les liens, avec la cartographie Accelerate. Oui, la réponse est oui. Merci beaucoup. Oui? Ah, j'ai oublié. J'ai laissé un carré caché. C'est pas exprès, je suis désolé.
Mais je vais dire que c'est exprès et que c'est pour vous inviter à la découverte du carré caché. Allez sur le site du Dora et allez chercher la capacité que j'ai oublié de vous montrer parce que j'ai juste pas vu qu'elle était restée grise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Bertrand. Hey, c'est incroyable, c'est déjà le mot de la fin. On dirait qu'on vient de commencer. Ça a passé vite cette journée, hein? Il y avait beaucoup de contenu intéressant encore une fois aujourd'hui pour cette 14e édition de l'Agile Tour. J'aimerais prendre un moment pour dire merci à vous tous qui avez été avec nous aujourd'hui pour cette édition exceptionnelle 2022. J'espère que vous avez profité de cet événement et qu'il était à la hauteur de vos attentes. Je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les membres du conseil d'administration qui ont travaillé vraiment très dur pour vous organiser cette journée, qui sont juste ici. Je vous invite à venir me rejoindre, s'il vous plaît, sur la scène. Je remercie les bénévoles pour leur implication aujourd'hui. Sans eux, on n'aurait pu jamais organiser cette 14e édition. Il y a un sondage de satisfaction qui vous parviendra sous peu par courriel. Alors, je vous invite à le remplir. Ça nous permet, nous, d'améliorer tout le temps cet événement qui est de plus en plus populaire année après année. C'est d'autant plus important parce que l'an prochain, ce sera notre 15e anniversaire et on veut un événement ultra relevé. Donc, en ayant vos commentaires, on est capable d'ajuster le tir et élever la barre au niveau souhaité. Si vous désirez vous impliquer avec nous dans la communauté Agile, c'est toujours le temps de le faire. On recherche des personnes qui sont passionnées, comme nos membres du conseil d'administration, pour améliorer le produit d'année en année. Alors, allez sur notre site, faites-nous signe. Ça va nous faire plaisir de vous intégrer à notre équipe. Alors, c'est tout pour la formalité. J'aimerais qu'on applaudisse les bénévoles, le comité organisateur une dernière fois, s'il vous plaît. Vous avez votre coupon de 5 à 7 pour une consommation. C'est le temps de continuer de réseauter avec vos nouveaux amis agiles, ceux que vous connaissez déjà. Mon nom est Carl Labrie d'Éclosion Animation Professionnelle. C'est un plaisir de vous accompagner aujourd'hui et je vous dis à l'an prochain. Ciao tout le monde!